Merci de suivre Métro News sur Télémétropole. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce mardi 3 juin 2025. Les Nations Unies expriment leur vive inquiétude face aux risques cycloniques auxquels Haïti pourrait être confronté cette année, en plus de la violence persistante des gangs. Le pays déjà plongé dans une grave crise humanitaire pourrait connaître une catastrophe majeure. L'ONU tire la sonnette d'alarme et appelle à une augmentation urgente de l'aide internationale en faveur d'Haïti. Plus de 5600 morts en 2024, des milliers de blessés et des centaines de milliers de déplacés, selon le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Face à cette situation alarmante, l'organisme plaide pour un appui extérieur, notamment via la société militaire privée Académie, afin de renforcer les capacités des forces haïtiennes. Le directeur exécutif du CARD, Maître Gédéon Jean, est notre invité pour analyser ce rapport. Également au titre de ce mardi dans le nord du pays, les travaux se poursuivent sur la piste de l'aéroport international du Cap-Haïtien. Le ministre Raphaël Hosty annonce l'accélération des chantiers financés par la Banque interaméricaine de développement dans le but d'améliorer les connexions interdépartementales et de renforcer les infrastructures stratégiques du pays. Il s'est exprimé ce 3 juin à l'occasion des Mardis de la Nation. Bienvenue au développement des titres qui dominent l'actualité. Alors que la saison des ouragans débute dans les Caraïbes, les Nations Unies alertent sur la vulnérabilité extrême d'Haïti, confrontée à une crise humanitaire aiguë aggravée par l'insécurité et le sous-financement. Selon la NOAA, la saison 2025 s'annonce plus intense que la moyenne, faisant craindre des conséquences dramatiques pour un pays où plus de la moitié de la population souffre de la faim et plus d'1 million de personnes sont déplacées, souvent dans des zones inondables. Le Programme alimentaire mondial, qui ne dispose actuellement ni de stocks prépositionnés, ni de fonds suffisants, s'inquiète de son incapacité à répondre à une catastrophe imminente. Malgré un contexte sécuritaire et logistique difficile, l'agence onusienne reste pleinement opérationnelle et appelle la communauté internationale à une aide urgente pour éviter une catastrophe humanitaire majeure dans le pays. La violence des gangs continue de ravager Haïti, où près de 90% de Port-au-Prince est désormais sous leur contrôle. Selon le Centre d'analyse et de recherche en droits humains, le CARD recense plus de 5600 morts, 2200 blessés et près de 1500 enlèvements en 2024, sur fond d'un déplacement massif d'1 million de personnes. Depuis 2021, 28 territoires, dont 25 de la capitale, ont été perdus au profit de groupes armés. Face à cette spirale de violence, le CARD soutient l'option d'un appui international via la société militaire privée Académie ex-Blackwater, tout en appelant à des règles d'engagement strictes et à un soutien opérationnel aérien, maritime et terrestre aux forces haïtiennes et au ministère de la Sécurité publique. Pour analyser ce rapport et décrypter la position de l'organisme de défense des droits humains, nous accueillons Maître Gédéon Jean, directeur exécutif du CARD. Maître Gédéon Jean, bonsoir, merci infiniment d'être avec nous ce soir à Métro News. Bonsoir, Madame Batelmi, c'est un plaisir d'être avec vous pour commenter l'actualité de ce soir. En effet, vous êtes avec nous pour commenter l'actualité. Nous savions que le CARD, qui est le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, a publié un récent rapport qui peint la situation sécuritaire en Haïti. Dans votre rapport, 28 zones du territoire national sont sous le contrôle de groupes armés, dont 25 dans le département de l'Ouest. Et vous parlez même d'État dans l'État. Maître Gédéon, vous êtes avec nous pour en parler. Est-ce que vous pouvez nous donner de plus amples informations concernant ce rapport? Oui, effectivement, ce rapport met l'emphase sur le 1er juin 2021. Je rappelle qu'à cette époque, les gangs de Granville et de Villard-de-Dieu ont lancé un assaut contre celui de Granville. Donc, cette prise d'assaut a amené au contrôle total de Martissan.
à partir de ce moment-là, d'autres territoires vont être contrôlés par les gangs. Donc, à l'occasion de ce 1er juin 2025, donc, qui ramène le 4e anniversaire de cette attaque, de notre cadre, on a profité pour, si vous voulez, rappeler aux autorités leurs responsabilités. Leur responsabilité en ce sens que la sécurité fait partie de l'une des missions régaliennes des autorités et sensibiliser l'opinion publique sur la réalité, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat d'un processus, un processus qui s'explique par le laxisme des autorités, un processus qui s'explique par le fait que les autorités n'ont pas assumé leurs responsabilités. Donc c'est important pour nous d'attirer l'attention de l'opinion sur cet aspect en particulier. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de dire aux élites, de rappeler aux élites leurs responsabilités, parce que la sécurité, c'est vrai que ça fait partie de la mission régalienne de l'État, mais par rapport à la situation actuelle, il est important à ce que chaque Haïtien s'engage pour voir comment contenir cette situation. C'est dans cette perspective que CAD a publié cette étude, donc pour pouvoir sensibiliser sur cette situation aujourd'hui qui nous préoccupe. Alors, nous allons mettre l'accent sur les 28 zones qui sont sous le contrôle de gangs armés, où nous parlons dans un rapport là de 25 zones non département de l'Ouest et 3 autres zones, c'est dans quel autre département que et puis 25 zones, elles sont capables de nous quelques dans liste longue ça de zones qui en bas contrôle gang armé. Effectivement, nous avons identifié, répertorié 28 territoires perdus, entre guillemets, c'est-à-dire des territoires contrôlés par les gangs, dont 25 se trouvent dans la capitale, dans le département de l'Ouest. Par exemple, il y a Martissan, il y a par exemple Batujo, il y a par exemple Solino, il y a Kinskop, etc. Donc, nous avons énuméré au moins 28 territoires perdus en zone contrôlée, zones sous le contrôle des gangs à Port-au-Prince et 3 autres dans le département de l'Artibonite, notamment le Bas-Artibonite, et nous avons aussi identifié Mirebalais comme étant un territoire perdu. Donc, dans ce document, nous avons listé au moins 28 territoires considérés comme des zones sous le contrôle exclusif des gangs. Et quelle est donc la méthodologie plutôt qui a été utilisée pour aboutir à ce document? Bon, en termes de méthodologie, les documents du cadre se basent sur une méthodologie très simple. D'abord, il y a les notes de bas de page qui font référence aux institutions qui ont fait des publications. Par exemple, pour les déplacés internes, nous avons l'Office international de la migration, c'est l'ONM qui fait les publications sur la question. Nous avons fait une compilation. C'est vrai que le cadre travaille avec d'autres institutions locales au niveau des camps de déplacés, mais pour ce cas spécifique, donc, nous nous référons aux données publiées par l'Organisation internationale de la migration. Pour les cas de kidnapping, comme vous savez, au niveau du cadre, il y a la cellule d'observation de la criminalité qui travaille depuis 2019-2020 sur le phénomène du kidnapping. Donc, au niveau du cadre, nous avons non seulement une littérature sur la question, mais nous avons aussi un ensemble de données qui permettent de comprendre l'évolution du phénomène, c'est-à-dire la hausse ou la baisse du kidnapping pour les personnes assassinées. Alors, il faut dire que dans ce cas, on n'a pas tenu compte des personnes, des gangs stoppés par la police. On n'a pas mentionné également les gangs exécutés dans le cadre du Bois-Calais. Nous avons uniquement identifié les civils ou les citoyennes qui sont exécutés par les gangs. Donc, nous avons identifié au moins 4776 personnes assassinées, incluant 136 policiers. Donc, le cadre monitor les policiers assassinés, le cas des policiers assassinés portés disparus, mais le cadre travaille aussi avec les institutions étatiques pour vérifier certaines informations, etc. Pour les territoires perdus, comme vous savez, les organisations de droits humains travaillent à la longueur de journée sur le terrain. Donc, nous avons des enquêteurs, nous avons des gens qui se trouvent au niveau de la population, qui partagent des informations avec nous. Donc, c'est un peu une méthode un peu combinée qui va, si vous voulez, des données disponibles répertoriées
au niveau du Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme, et nous avons aussi utilisé des données fournies par des institutions qui ont l'autorité dans le domaine. Par exemple, pour les déplacements internes, c'est l'OIM. Alors nous parlons de sécurité. Nous savons également que la principale mission de ce gouvernement, de ce Conseil présidentiel de transition, est de rétablir la sécurité. Et depuis quelques jours déjà, on entend, selon des informations, les autorités auraient engagé des sociétés militaires privées pour essayer de résoudre cette crise haïtienne. Vous en avez évoqué dans votre rapport, vous appelez à la création de mécanismes de contrôle pour encadrer l'action de ces sociétés. Aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que le CARD est plutôt favorable à la venue de militaires afin de résoudre cette crise? Bon, au départ, au niveau du cadre, nous avons plaidé pour un appui international par le fait que l'institution policière est faible. Ça, on le sait, les institutions nationales de sécurité ne sont pas en mesure d'assumer leurs responsabilités. Aujourd'hui, nous avons une police entre guillemets au rabais. Il y a la volonté, mais une police qui n'a pas les moyens technologiques, les moyens en termes de ressources humaines et autres pour affronter la situation, pour contenir les cas. Donc, nous sommes d'accord pour un appui international, si vous voulez. Maintenant, c'est au gouvernement, c'est aux gouvernants, ceux qui ont la responsabilité de garantir la sécurité, de choisir la meilleure option. Mais nous, sur le principe, on est d'accord avec, sur le principe. Cependant, nous avons plaidé pour l'adoption des mesures permettant d'encadrer l'action. Donc, ça veut dire quoi? Nous plaidons pour l'adoption des règles d'engagement, parce que généralement, les firmes privées, les mercenaires, quand ils interviennent dans un pays, il y a toujours des dommages collatéraux. Et nous avons évoqué l'exemple où Blackwater a commis quand même une tuerie à Bagdad en 2006, parce qu'il a été recruté par le département d'État dans le cadre de l'opération post-11 septembre 2001 contre le terrorisme, notamment en Afghanistan. Donc, comparé ça à ces Blackwater qui étaient impliqués dans une tuerie, qui étaient obligés non seulement d'expulser plus de 200 membres de cette firme privée, mais ce contrat qu'elle avait pour protéger le personnel diplomatique américain a été révoqué et il y a eu un procès aux États-Unis, et bien qui a fait que, comparé ça, firme privée ça a été obligé de changer de nom, passer de Blackwater à X, puis à Académie. Donc, notre mission en tant qu'institution de droits humains, alors même que nous sommes préoccupés par la situation sécuritaire, alors même que nous sommes d'accord avec l'approche qui vise à faire appel à une firme internationale étrangère pour épauler la police nationale d'Haïti, mais comme je l'ai souligné, il faut que l'action soit encadrée, des règles d'engagement, un mécanisme de contrôle, parce qu'on ne peut pas avoir une firme privée qui opère parallèlement avec la police. Il faut que ça se fasse justement de manière coordonnée avec les institutions chargées de la sécurité, à savoir la police nationale d'Haïti. Donc il faut qu'il y ait ce mécanisme de contrôle. Le troisième aspect clé de notre proposition sur la nécessité d'encadrer cette démarche, c'est surtout la question de justiciabilité. Comme vous savez, généralement, les mercenaires, une firme privée qui intervient dans un pays n'est pas justiciable. Ces membres ne sont pas justiciables devant les instances judiciaires locales ou nationales, si vous voulez. Donc, dans ce cas, nous plaidons pour que dans l'accord, que tous ces points, tous ces aspects essentiels soient clarifiés. Ça, c'est surtout dans le cadre d'un appui aux forces de sécurité. Mais l'autre aspect qui est beaucoup plus structurel sur la question, une firme internationale ou des mercenaires ne peuvent pas se substituer aux forces nationales de sécurité. Donc, dans ce cas, nous plaidons pour le renforcement des institutions chargées de la sécurité. Donc, d'abord, nous plaidons pour une révision du cadre légal de la police nationale d'Haïti. Rappelons que la police nationale d'Haïti a été instituée en 1994 après le démantèlement des forces armées d'Haïti. Nous avons créé une police civile, une police jusqu'à présent qui n'est pas
adapté au développement de la criminalité. Donc c'est une police, malheureusement, qui n'a pas vraiment une référence légale pour agir au-delà des considérations en matière d'armement, de moyens de technologie, tout ça. Donc d'abord, il faut... Allô? Oui? Oui, Maître Gédéon. Donc, tant de points à prendre en considération, justement, avant, ou du moins pour mieux préparer la venue de cette firme américaine, on va dire, qui va nous aider à rétablir la sécurité, selon les dires de nos autorités. Dernier point que nous abordons, parce que nous allons mettre fin à cette interview. Vous avez également parlé de programmes de réinsertion à destination des enfants qui ont été enrôlés dans des gangs, et même des membres de gangs qui sont prêts à déposer les armes. Est-ce que, dans ce contexte, parler de réinsertion de ces membres de gangs, n'est-ce pas irréaliste? Pas tout à fait. Parce que nous parlons de sécurité, il faut que la question soit abordée à partir d'une approche holistique. C'est-à-dire qu'on veut avoir des résultats immédiats, mais il faut regarder le phénomène dans toute sa complexité, dans toute sa dimension. Donc, une firme étrangère pour épauler la police nationale d'Haïti pour mener des opérations. D'ailleurs, si vous regardez le mandat de la mission multinationale d'appui à la sécurité, il a été prévu que cette mission, normalement, devait mener des opérations conjointement avec la police. Donc, c'est clairement établi. Comme cette mission multinationale, jusqu'à présent, n'a pas les moyens pour le faire, il y a d'autres contraintes. Donc, on fait appel à une firme étrangère. Bien, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là, mais la criminalité en soi, les gangs en soi, ce n'est pas la firme qui va résoudre le problème avec peut-être 100, 150 mercenaires. Non, c'est pour mener des opérations éclairs pour arriver à contenir la progression des gangs. Mais in fine, c'est à la police d'assurer la sécurité. Donc, du coup, il faut parallèlement prévoir un programme de réinsertion pour les enfants. Par exemple, pour les enfants, ce ne sont pas des criminels, ce sont des gens qui sont utilisés par les gangs. Au-delà des enfants, il y a d'autres catégories vulnérables qui sont forcées par les gangs. Donc, pour ces catégories-là, il faut penser à un programme de réinsertion parallèle pendant qu'on mène des opérations et puis on fait appel justement aux gangs, ce qui veulent bien évidemment pour déposer les armes. On ne va pas utiliser des bombes atomiques, on ne va pas utiliser des missiles pour détruire ces quartiers-là. On va faire des opérations ciblées, on va sans doute atteindre des chefs de gang, on va tuer des membres de ces groupes armés, mais on ne va pas larguer des bombes. Donc du coup, parallèlement, il faut une double approche. Une approche axée sur les opérations à mener pour stopper les gangs, une autre approche pour réinsérer les enfants et d'autres catégories vulnérables. Et c'est comme ça se fait de tout le pays, parce qu'on ne va pas tirer sur les enfants. Voilà donc les différentes propositions, entre autres, du CARD, qui est le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, dans votre récent rapport qui a été publié. Maître Gédéon Jean, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci. Voilà donc les précisions du directeur du CARD, Maître Gédéon Jean. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, on commentait le dernier rapport qui a été publié par le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Merci de votre fidélité à Métro News. Autre point de l'actualité, de retour en France, le ministre de la Culture et de la Communication, Patrick Delatour, a fait le point ce mardi sur sa récente mission. Il annonce avoir engagé des discussions autour de l'ouverture d'académies militaires en Haïti pour l'infanterie, la marine, les gardes-côtes et l'aviation, et révèle la création prochaine d'une commission mixte franco-haïtienne destinée à redynamiser la coopération bilatérale face à la dégradation du patrimoine bâti, souvent ciblé par des groupes armés. Le ministre déplore la situation et informe avoir sollicité l'adhésion d'Haïti à la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit lors de son passage à l'UNESCO. Intervenant dans le cadre de la 11e édition des Mardis de la Nation, Patrick Delatour a par ailleurs souligné l'urgence pour Haïti de mettre en place sa propre structure de défense, estimant qu'elle est essentielle à une sortie durable de la crise sécuritaire. Du premier personnage français au dernier que j'ai eu à rencontrer, le dernier étant le président du Sénat de France,
le dossier qui a dominé les discussions a été justement l'évocation de la commission mixte franco-haïtienne pour l'indemnité. Le gouvernement haïtien a nommé un coprésident de cette commission et aujourd'hui, nous allons continuer le travail sur la nomination des 4 ou 5 autres historiens haïtiens qui doivent participer dans la commission. Et si je ne me trompe, en juillet 2025, lancement des travaux de la commission, avec maintenant un délai d'1 an pour que la commission puisse présenter ses recommandations pour définir une feuille de route pour que Haïti et la France adressent de manière sérieuse cette question d'indemnité dont nous sommes en train de fêter les 200 ans d'existence. Et mercredi 21 mai, rencontre avec Mme Nathalie Broadhurst, directrice des Amériques au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Rappel du caractère symbolique stratégique de l'année 2025, marqué notamment par le bicentenaire du versement de l'indemnité. État de préparation en cours de la mise en place de la commission mixte d'historiens franco-haïtiens. Lancement officiel des travaux au début du mois de juillet 2025 et une réunion interministérielle française est programmée en fin de juin pour valider les engagements financiers nécessaires au travail de cette commission. Et deuxième rencontre de la journée, c'est avec M. Laurent Cagna, directeur des relations institutionnelles et des relations avec la francophonie et de 2V5 Monde, où nous avons présenté le projet de ce gouvernement de refonder et de reformater la télévision et la radio-télévision nationale. Et nous avons eu un déjeuner offert par le président du Sénat de France, M. Gérard Larcher, à l'occasion de la remise de la médaille de cette institution républicaine aux lauréats désignés par les ambassadeurs des pays de l'Amérique latine. Et dans ce cadre-ci, si je ne me trompe, il y a eu une présentation d'une médaille posthume à M. Franck Etienne. Dans le cadre du lancement de la 12e édition du séminaire de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, il y a eu un échange sur la question de la commission mixte franco-haïtienne. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un dossier qui a traversé l'ensemble des rencontres avec les prestataires français. Discussion sur le renforcement de la coopération de défense entre Haïti et la France, puisque, à supposer que nous réussissions à résoudre le problème immédiat d'instabilité et de sécurité, l'on veut le Grand Port-au-Prince et dans les quartiers tels que le Bel Air, le Paco ou Kinskov et Fussi, il reste de demeure qu'il va falloir que Haïti organise une structure de défense. Et nous avons proposé des discussions sur l'ouverture des académies militaires pour l'infanterie, la marine, garde-côte et l'aviation pour que Haïti soit en mesure d'adresser les problèmes de sécurité dans les 5 ou 10 prochaines années. Octroi de la médaille du Sénat à titre posthume à Franck Etienne, ce qui a été fait. Et une cérémonie sera organisée par le ministère de la Culture de concert avec l'ambassade de France pour la remise de cette médaille à la femme de M. Franck Etienne. À la suite de ces activités, nous avons rencontré des architectes de monuments de France, parmi lesquels, si je ne me trompe, l'architecte de monuments M. Gattier, l'architecte de monuments de Baselère, qui aujourd'hui est responsable des interventions sur certains monuments en France. L'idée étant que ces messieurs et les compagnons du devoir de France en ce qui a trait à la maçonnerie et à la charpente devraient aider et participer à la remise en valeur des monuments haïtiens, à commencer par la reconstruction de la chapelle de Milo, le confortement de la citadelle et le confortement du palais sans souci. Toujours dans le cadre de la 11e édition des Mardis de la Nation, le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Raphaël Hosty, annonce la poursuite des travaux d'urgence sur la piste de l'aéroport international du Cap-Haïtien dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet financé par la BID.
De nombreux travaux sont également engagés dans plusieurs endroits du pays, dans le but de favoriser la connexion entre les différents départements du pays. Le ministre Raphaël Hosty est intervenu dans les mardis de la nation. Dans le budget ANISA, TPTC globalement, dans le rectificatif, là, il y a un budget qui avoisine les 23 milliards de gouttes. Mais c'est pour me dire que dans 23 milliards de gouttes, ça, il y a une grande partie tout, c'est bailleurs qui aident nous dans les travaux, et que ce soit routier, que ce soit aéroportuaire, que ce soit tout l'autre bagaille. Au niveau du Cap haïtien, le département du Nord, au niveau du Cap haïtien, nous avons une réhabilitation, route aéroport là, mais pour arriver jusqu'à boulevard 5, 805. C'est le trésor public qui est censé financer le travail. Nous avons un travail nous fait à l'intérieur du Cap haïtien. C'est encore le trésor public qui est censé faire le travail. Nous avons par exemple que nous connaissons la route la crasée. Nous connaissons par exemple que monsieur a fait un truc à niveau. Qu'on a nettoyé, disons que égout. C'est le travail que nous relais dans le développement urbain au Cap haïtien. Actuellement, là, nous travaillons dans l'aéroport Cap haïtien. Au niveau de. Au aéroport là, nous avons fait des travaux d'urgence sur piste là. Donc, ces pistes là, les soirs, les compagnies censées font décapage. Pendant entre 6 h du soir à 6 h du matin, ils font décapage. Ils font travail dans la route là. Ils remettent à soir encore pour demain matin pour ne pas pêcher, avion vient poster. Donc, le travail ça qu'a fait là, il est financé par la Banque mondiale. Si ce travail a fait sous piste là. Dans le nord-est, du côté de Fort-Liberté, nous avons une réhabilitation infrastructure urbaine. Même bagage nous fait au niveau de Cap haïtien, nous faisons au niveau de Fort-Liberté, tout dans le nettoyage. Nous travaillons actuellement dans la route Bois de Laurence, Capoti, Wanamet. Nous avons réhabilité la route ça. Et nous avons tout réhabilitation que nous allons faire dans la route, tout du nord avec Sainte-Suzanne. Nous avons un travail que nous allons faire avec l'Union européenne, appel d'offres censé lancer. Nous avons une route RN3 qui est censé que nous avons Inch Saint-Raphaël et son première phase, et nous avons Saint-Raphaël-Coulière avec barrière battant. Donc c'est le travail que nous avons fait dans le nord. Là. Nous avons notre projet qu'on a dans l'ouest. Là. Actuellement, si nous sommes partis dans la zone tabac, nous avons travaillé dans la route de tabac et nous avons travaillé dernièrement dans la route Maïgaté et nous avons tabac 39 dans la route du silence, à rue des Lauriers, nous avons travaillé actuellement. Nous avons dans la zone sud, là, nous avons l'aéroport des Kaila. Si nous avons su dernièrement que nous avons lancé les travaux d'études pour l'aéroport international des Kaila. Et nous avons d'autres travaux encore dans Carrefour 44, qui dans la zone, Carrefour 44, avec Côte de Fer. Et nous avons pour l'Artibonite, nous avons une réhabilitation route Gonaïve en Souge, qui est censé qu'il a, qui financement censé prêt. Donc actuellement, c'est le départemental qui a préparé le dossier pour qu'il y ait un financement pour faire travailler ça. Et nous avons un reprofilage tout, route Port-de-Paix, la ville de Port-de-Paix, avec Jean Rabel. Nous avons tout encore, que nous avons là-dedans, que nous voyons déjà dans le pic, qui déjà nous joignent avant lui, c'est Inch avec Maïsad. La ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Katia Verdier, appelle les Haïtiens à s'interroger sur ce qu'ils peuvent faire pour changer le pays. Confiante dans les possibilités de changer le pays, la ministre, qui est invitée à la rubrique Le Point ce mardi, a dit souhaiter un déclic aussi bien en Haïti qu'au niveau de la diaspora en faveur du pays. Écoutons un extrait de sa déclaration. Diaspora haïtien en dedans coup dehors. Je dis, c'est vrai que la situation est difficile. Pas de débat sur lui. On a passé un moment qui est extrêmement complexe. Maintenant, bataille pour changer Haïti, j'aimerais toujours dire, et pas rien qui a changé dans la tête. Je crois que le changement est possible, je crois que l'a fait. Mais la bataille pour changer, elle doit être faite avec nous-mêmes qui petit pays qui dehors et nous-mêmes qui petit pays qui en dedans.
Si on grain bagay qui unit nous, qui lie nous, c'est origine nous. C'est appartenance nous à Haïti, ça, à terre ça. Moi, par exemple, Haïti m'a tout donné. Donc, je ne vivais pas en Haïti. Je suis rentré pour me servir le pays. Il y a pile de monde qui dehors, qui a des compétences, qui n'a pas pour venir, mais qui a mettre au service du pays, même si à l'extérieur. Ce n'est pas le monde qui vient faire base là pour nous. C'est nous pour faire. Donc, il y a toujours des gens qui viennent mettre les bras, qui viennent porter les mains. Mais, belle-mère n'a pas besoin de maman. Maman a une sensibilité. Moi, en tant que maman, je regarde l'instinct maternel, comment on fait me sentir. Ça qui arrive si c'est ton autre monde qui n'a pas senti le même genre. C'est comme ça moi au Haïti. Haïti, c'est nous. Il doit être automatique dans nous. L'automatique là, nous déclic là doit être fait pour nous dire que ça c'est moi qui pour faire ça suis capable. Et je dis à la tout jeunes m'inviter jeunes pareil moi. Parce que il y a pile jeunes qui peuvent entrer dans la politique. Moi, je voulais nous comprendre que c'est nous qui la relève là. C'est nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous gagnons des avantages que peut-être les anciens pas de gagner. Aujourd'hui, nous avons l'ère technologique, quoi. C'est-à-dire que le monde l'ouvre pour nous. Nous avons plus de bagailles que nous avons fait, nous avons plus de bagailles que nous avons porté. Ce n'est pas seulement rester chita parler, dire que le monde n'a pas pris rien, le monde n'a pas fait rien, mais c'est contribuer. Moi, je lance un appel collectif à tout le monde pour me dire que le pays, je dis, n'importe quel lié pour le récamper, nous avons toujours joué un support de l'autre monde, mais c'est nous-mêmes qui pouvons mettre les mains ensemble pour nous faire Haïti, rejoindre ce cap figure à travers le monde. Parce que nous sommes peuple fiers, pas de doute sur ça. Nous avons une grande histoire et moi, je crois que nous avons campé depuis nous tous nous d'accord mettre les mains ensemble. Autre dossier à l'occasion du 30e anniversaire du ministère de l'Environnement. Une série d'activités se déroule à travers le pays pour marquer cette célébration. Parmi les événements phares, la 3e édition du concours interscolaire Éco-Génie qui vise à sensibiliser les élèves aux grands enjeux environnementaux. Ce mardi 3 juin, la 2e journée des festivités a été marquée par la phase départementale du concours, remportée par le lycée national Toussaint Louverture. Une performance d'autant plus remarquable que l'établissement fait face depuis plusieurs années à une situation sécuritaire particulièrement difficile. Gerbijan et Guy Trichoisy nous en parlent. Organisé sur le thème « Brasser connaissance pour un lot environnement en Haïti », le concours Éco-Génie se veut un espace de sensibilisation aux défis environnementaux. À cette occasion, les écoliers tentent également d'inscrire le nom de leur établissement dans le livre d'or du ministère de l'Environnement. Victor Djerbi et Philistin Paula, 2 élèves du lycée du Vivier de Cité-Soleil, bien qu'éliminés, estiment que ce concours représente un véritable espace de savoir. Ça qui motive nous, nous avons dit comme si nous champions, même si nous pas dit je dis à nos champions, parce que grand pile thématique, nous pas jamais connaître. Nous pas jamais connaître ça bassin versant, réserve biosphère, comme c'est importance biodiversité à pour zone pour planète là. Nous pas jamais connaître comme si ça motive nous plus pour nous protéger l'environnement, pour nous faire tout ça qui dépend de nous pour nous comme si préserver la biodiversité, protéger l'environnement, faire comme si nous avons dit, protéger tout ça nous capables pour pays à avancer sur la question de l'environnement. Plusieurs établissements se sont affrontés dans une ambiance de compétition. À l'issue des épreuves, le lycée Toussaint Louverture s'est imposé face au lycée national de Pétionville, décrochant ainsi le titre de champion départemental. Quelques minutes avant leur sacre, les participants ne manquaient pas de confiance. Il y a un pile dans nous qui sont loin, donc moi actuellement c'est Fontama que moi sorti. Donc moi fais un pile préparation, donc moi dormi tard, moi levé bonheur. Donc meilleure façon et émergence c'est notre champion, c'est ça. Donc dans la phase préparation concours là, donc nous étions vraiment motivés. Et puis nous avons fait des recherches, malgré comme si ça demande des sacrifices, ça demande un pile comme si sacrifice, engagement, un pile dévouement, mais nous avons fait effort pour nous préparer, pour nous capables de un bel spectacle avec les gens qui ont regardé le match. Pourtant, le lycée national Toussaint Louverture fait face à de sérieux défis. Depuis plusieurs années, l'établissement est contraint de se relocaliser régulièrement, fuyant les violences du quartier Sainte-Anne à la rue Saint-Honoré, zone complètement ruinée. Son directeur, Jean-Mathieu Auguste, consterné par ces déplacements successifs, garde néanmoins un peu d'espoir. Eh bien, effectivement, ça nous affecte beaucoup parce que, et pas oublier, nous
dans rue Saint-Honoré. En fait, c'était un local flambant neuf. Et nous avons même l'autre lycée qui était en difficulté, loger la caille nous. Et à présent, nous sommes censés perdre le local là vu avec insécurité. Et l'État a loué un autre local pour nous. Insécurité a fait nous perdre encore. Mais ça n'a pas fait nous baisser les bras. Nous cherchons côté quand même. Si nous travaillons pour que nous soyons capables de sauver l'année. Pour le ministère de l'Environnement, ce concours constitue un outil stratégique pour sensibiliser les jeunes élèves à la gestion de la biodiversité, au changement climatique ou encore au civisme écologique. En ce qui a trait à la réponse aux défis, le ministre a lancé ce lundi 2 juin le processus d'élaboration du plan national d'action environnementale 2025-2050. Pour refermer la page nationale de Métro News, l'Organisation des Cœurs pour le changement des enfants démunis d'Haïti, OCSED, dresse un bilan positif de ses 20 ans d'existence. À l'occasion de cet anniversaire, l'organisation prévoit une série d'activités à travers le pays, notamment des séances de formation et des concours, aussi bien dans la capitale que dans les villes de province. Engagé aux côtés des enfants victimes de violences, l'OCSED entend poursuivre ses efforts en leur fournissant soins et accompagnement grâce au soutien de ses partenaires. À ce jour, plus de 10 000 enfants ont déjà bénéficié des programmes mis en place par la structure, selon les chiffres communiqués par sa responsable, Madame Chrisly Lucas, que nous écoutons. Ça, c'est vrai combat OCSED là. C'est arrivé en Haïti, côté que tout doit être capable de respecter, quelle que soit l'appartenance, quel que soit côté de sortie, quel que soit le monde qui part. Nous avons besoin qu'on ait, mais l'essentiel, depuis le 7 monde, il est supposé vivre. Il est supposé qu'il doit à la vie, doit à la santé, doit à l'éducation, doit au loisir, doit pour une bonne identité, doit pour vivre dans une famille. C'est-à-dire que pendant 20 ans, ça, OCSED lui-même, lui grandit, nous grandit, mais nous avons en pile, nous sommes capables de dire que nous avons un staff de près de 200 contractuels, nous avons une centaine de volontaires qui repartissent sur plusieurs départements avec communes dans le pays. Nous avons une équipe Jérémy qui va faire un travail extraordinaire, que ce soit dans Port-au-Prince, que ce soit dans le Plateau Central ou d'autres communes. Donc nous avons continué à faire parole Timounio, avancer jusqu'à ce que nous ayons une société que tout Timounio va sentir bien, tout Timounio l'État a investi plus dans Timounio. Parce que c'est un objectif que nous avons mis en pile pour lui. Donc, c'était arrivé que nous avons un centre de formation, un centre qui est ouvert, mais c'est un cadeau que nous avons offert avec Chenio, avec Timounio. Parce que nous connaissons que nous n'avons pas un pays, nous n'avons pas une société si nous ignorons Timounio. Nous n'avons pas une société si nous ne mettons pas connaissance en tête jeunes. Donc, ça veut dire que je dis à la OCSED, nous voulons l'autre alternative pour Timounio. Nous voulons l'autre alternative pour jeunesse là. Ça veut dire que je dis à nous culpabiliser les jeunes. Si nous campons, nous quittons le grandi, nous pas encourager à l'école, nous pas ballon métier pour qu'il y ait un donc je dis à nous pas dans quel que nous avons dit parce que nous pas contribué pour nous retirer de la situation. Donc, je pense que c'est travail ça pour la presse et de nous faire plaidoyer, permettre à ce que Timounio, l'argent investi, ça fait toujours dit ça. Tout pays, je dis à qui pays développé, c'est parce que valoriser le monde d'abord la caille, valoriser capacité, connaissance. Nous-mêmes, c'est ça que nous avons fait. Nous avons fait plaidoyer, mais nous avons mis en application. Ça fait année, ça a une deuxième promotion. Nous avons de l'autre filière qui ajouté la dernière, pour que nous déjà avons des techniciens qui répondent avec nous pour venir protéger dans ce centre pour permettre à ce que nous formions Timounio. Non plus que ti moun qui déplace ou qui quitte zone yo mais les retourner dans communauté yo faut retourner avec yo bagay nan men yo ti moun qui dans zone qui difficile yo n'a fait appel avec yo même Jean jodi à la grand pile l'école que n'a travailler avec yo grand pile directeur qui engagé yo malgré conjoncture là mais yo connaît que ti moun ça doit continuer à l'école yo doit continuer à apprendre lire à écrire nous connaît que pour nous gon l'autre pays pas gen ou pas boire c'est ti moun yo d'abord faut nous sortir avec yo en bas et puis pour nous capable. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le dernier rappel des titres à la une. Les Nations Unies expriment leur vive inquiétude face aux risques cycloniques auxquels Haïti pourrait être confronté cette année, en plus de la violence persistante des gangs. Le pays déjà plongé dans une grave crise humanitaire pourrait connaître une catastrophe majeure. L'ONU tire la sonnette d'alarme et appelle à une augmentation urgente de l'aide internationale en faveur d'Haïti.
Plus de 5600 morts en 2024, des milliers de blessés et des centaines de milliers de déplacés, selon le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Face à cette situation alarmante, l'organisme plaide pour un appui extérieur, notamment via la société militaire privée Académie, afin de renforcer les capacités des forces haïtiennes. Le directeur exécutif du CARD, Maître Gédéon Jean, était notre invité ce soir. Et puis dans le nord du pays, les travaux se poursuivent sur la piste de l'aéroport international du Cap-Haïtien. Le ministre Raphaël Hosty annonce l'accélération des chantiers financés par la Banque interaméricaine de développement dans le but d'améliorer les connexions interdépartementales et de renforcer les infrastructures stratégiques du pays. Il s'est exprimé ce 3 juin à l'occasion des Mardis de la Nation. C'est sur ces derniers éléments que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et surtout, prenez soin de vous. Bonsoir.